Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, Benjamin Schusterman, je suis interne en anesthésie et réanimation à Paris et votre conférencier de ce soir pour cette conférence qui tourne autour du module 6 qui va se concentrer essentiellement autour des questions d'anesthésie, d'analgésie et de situations de réanimation et d'urgence. Donc j'ai essayé de faire des questions qui chevauchent beaucoup le programme, certaines sont peut-être à la limite de ce que vous avez à connaître. L'important, c'est essentiellement, surtout en DCEM3, d'apprendre à réfléchir correctement autour des questions, acquérir des notions solides sur ce qu'il faut faire et pas faire en situation d'urgence. J'essaierai de détailler un petit peu mes corrections au cours de la soirée. Et si vous avez encore des interrogations qui persistent, n'hésitez pas à me le signaler sur le site internet et je ne manquerai pas de vous répondre. On va commencer tout de suite avec le dossier numéro 1. Le dossier numéro 1 concerne une dame de 82 ans, âgée, donc, qui est amenée aux urgences par les pompiers suite à une chute à domicile. Elle tentait de dévisser une ampoule de boule sur un tabouret, comme d'habitude, et elle a malencontreusement perdu l'équilibre. Accident tragique. Dans sa petite sacoche contenant ses ordonnances et ses comptes rendus médicaux, on découvre que Madame X est hypertendue et insuffisante cardiaque, traitée par bêta-bloqueur, ISC aspirine. Elle se plaint d'une douleur de son membre inférieur gauche, celui-ci est raccourci en rotation externe. Là, vous savez très bien, après la lecture de cette première partie d'énoncé, qu'on vous oriente vers un dossier d'orthopédie où il y a probablement quelque part une fracture de hanche ou une pseudo-fracture de hanche et ses conséquences. Ça ne sera pas le diagnostic le plus difficile. Donc voilà, elle mesure 1m46 pour 50 kg. On a des examens biologiques et on réalise l'examen joint à l'énoncé. Donc il faut décrire et interpréter l'examen fourni. Donc, sans grande surprise, c'est une radiographie de hanche, donc droite. Une radiographie de hanche droite, il faut bien préciser à chaque fois que vous avez une iconographie de quel type d'iconographie il s'agit, radiographie du thorax, du bassin, de face, de profil. Dans les quelques grilles de l'internat que nous avons eu l'occasion de voir, il y a souvent des points qui sont donnés pour ça. Ce serait dommage de ne pas les avoir et ça vous permettra d'être un petit peu systématique. Et donc sur cette radiographie de hanche droite, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a la présence d'une fracture perte trochanterienne droite en coxa vara. Alors, on m'a plusieurs fois posé la question concernant cette iconographie de savoir exactement de quelle fracture il s'agit. J'avoue que l'iconographie est tendancieuse, il pourrait s'agir d'une cervicale vraie, ce que je pensais initialement, puis avec le temps et à force de revoir la radio, mon avis a un peu évolué. En pratique, à l'ECN, les iconographies ne seront pas tendancieuses. Soit ça a l'air manifestement pathologique et c'est pathologique et la pathologie sera visible directement, soit ça sera une radiographie normale et auquel cas ça sera simple également. Les deux cas que vous pouvez avoir, c'est la fracture cervicale vraie, donc fracture de hanche droite pour laquelle, dans ce cas-là, on va mettre une prothèse de hanche droite, soit c'est une fracture perte trochantérienne. Dans ce cas-là, sur l'iconographie, le trait de fracture sera un petit peu plus bas. Et là, dans ce cas-là, il faudra faire une ostéosynthèse, en général par clou gamma ou plaque, ou vis-plaque. Donc, l'item orthopédie ayant déjà été abordé, en fait, j'ai abordé dans la même question, dans le même temps, la question numéro 2, donc le traitement chirurgical dans ce cas-là, aurait été, donc si c'était une fracture cervicale, je répète, une prothèse de hanche céphalique droite, et si c'était une fracture perte trochantérienne, une ostéosynthèse avec vis-plaque ou clou gamma. Quels types d'anesthésie peuvent être envisagés dans ce contexte? Donc on se retrouve toujours dans la situation, quand on est anesthésiste, de savoir comment est-ce qu'on va faire se procéder l'opération, dans quelles conditions. Donc il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Il faut savoir qu'on peut toujours, je dis bien toujours, faire une anesthésie générale. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Évidemment, l'anesthésie générale ne sera pas forcément recommandée dans chaque situation, puisqu'il peut y avoir des risques très importants. Endormir, c'est toujours facile. Réveiller, c'est souvent plus compliqué. Donc, quels sont les déterminants de notre décision, en fait, dans cette situation-là? Les déterminants de notre décision, ça va être la balance bénéfice-risque, comme d'habitude, le souhait du patient, le souhait du chirurgien et le type de chirurgie. Il est évident que pour certaines interventions abdominales, je ne sais pas, une transplantation hépatique, il est impossible d'imaginer pouvoir réaliser une anesthésie loco-régionale. Pour certaines autres interventions qui auraient pu très bien être réalisées sous anesthésie loco-régionale, le souhait du patient, c'est
plutôt ne rien savoir, ne pas être réveillé, ne pas être stressé, et auquel cas il faut respecter son choix pour pouvoir opérer et anesthésier dans de bonnes conditions. Donc les choix qui s'offrent à nous sont soit une anesthésie générale, donc qui vont nécessiter l'endormissement du patient, la mise au repos de son système ventilatoire, avec donc une intubation et une ventilation mécanique, ou une anesthésie loco-régionale, et les anesthésies loco-régionales peuvent être de plusieurs types. De type axial, c'est-à-dire l'anesthésie péridurale ou la rachianesthésie, qui vont concerner la moelle directement, donc soit une rachianesthésie avec une injection du produit d'anesthésie à l'intérieur du sac dural avec un produit d'anesthésie qui va aller directement au contact de la moelle et faire un niveau en dessous duquel il n'y a plus aucune transmission. Les transmissions descendantes motrices ou ascendantes sensitives sont coupées à un niveau net, que ce soit L5, L2, T1, T4, peu importe. T4, c'est peut-être un peu haut. Et on a une coupure nette. L'anesthésie péridurale consiste à injecter du produit anesthésiant à l'écart du sac dural, donc pas dans le LCR directement, et le produit anesthésique va aller enrober les racines nerveuses qui sortent de la moelle, et on aura à ce moment-là une anesthésie qu'on appelle une anesthésie suspendue. On aura un niveau supérieur et un niveau inférieur. Les conséquences hémodynamiques seront beaucoup moins importantes puisqu'on a moins de chances d'endormir le système nerveux sympathique. Au niveau de l'anesthésie, c'est des anesthésies qui sont souvent dites un peu moins puissantes, encore que ça reste à prouver. Mais on peut bien différencier ces deux cadres-là. Pour des chirurgies courtes, on a tendance à préférer des rachianesthésies ou des anesthésies péridurales. Pour des actes un petit peu plus longs, comme par exemple pendant l'accouchement, pendant le travail, on aura tendance à faire des anesthésies péridurales. Sachant que maintenant, les techniques peuvent se chevaucher les unes les autres. On peut faire des rachis péri-combinés ou des rachis anesthésie continue. L'autre type de bloc qu'on peut réaliser sont des blocs périphériques, donc ça ne concerne plus directement l'axe nerveux. Les types d'anesthésie qu'on va avoir vont être soit des blocs de tronc, donc plusieurs racines prises ensemble, soit des blocs de nerfs, soit un nerf pris individuellement, soit des infiltrations dans des loges qui vont pouvoir endormir plusieurs nerfs ou un tronc. Dans ce cas, ce qui s'offre à nous, c'est le bloc iliofémoral ou une anesthésie tronculaire avec le bloc fémoral qui est extrêmement facile à réaliser. La réalisation d'une anesthésie loco-régionale, en deux mots, pour une anesthésie axiale, on se base sur des repères anatomiques, on introduit nos aiguilles entre deux vertèbres avec un patient qui est bien dans la position recroquevillée et soit on va aller chercher du LCR pour la rachianesthésie et injecter sans pousser trop fort notre produit, soit on va aller chercher une perte de résistance avec un mandrin haut. Donc quand on perd la résistance, on vérifie qu'on n'a pas de LCR pour voir si on n'est pas dans le sac dural. On est dans l'espace péridural, à l'intérieur on va monter un cathéter et on va tester notre anesthésie. Pour les anesthésies par infiltration, on va se repérer sur des bases anatomiques et on peut le repérer soit à la sensation après avoir senti le passage de plusieurs fascias, soit maintenant pour être un petit peu plus moderne en visualisant par échographie où est-ce qu'on fait ces anesthésies. Pour les anesthésies tronculaires, on peut utiliser deux techniques. La neurostimulation qui consiste à utiliser une aiguille qui conduit un courant électrique qui va permettre de stimuler le nerf. On va diminuer progressivement la stimulation, donc affiner la position de l'aiguille par rapport au nerf et injecter le produit. C'est la méthode qui est le plus couramment utilisée, mais qui commence à être dépassée par une méthode beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace et qui entraîne moins de morbidité, qui est l'anesthésie loco-régionale sous guidage échographique et qui va constituer dans peu de temps le standard de l'anesthésie loco-régionale. Il est décidé d'opérer sous anesthésie générale. Soit, quelles sont les modalités de la consultation d'anesthésie? Donc ça, c'est une question qui est un petit peu de cours, mais c'est extrêmement important. On va discuter un petit peu ensemble de pourquoi est-ce que la consultation d'anesthésie, on pose des questions dessus, puisque mine de rien, ça a des conséquences et ça a eu des répercussions sur le pronostic des patients. Donc la consultation d'anesthésie doit avoir lieu au moins 48 heures avant l'intervention pour toute chirurgie programmée. Évidemment, dans ce cadre-là de chirurgie d'urgence, ça ne sera pas le cas, mais il y aura une consultation d'anesthésie quand même. Elle est obligatoire, elle doit être pratiquée par un médecin anesthésiste réanimateur, thésé, ou quelqu'un sous sa responsabilité. Donc cette consultation d'anesthésie réalisée par un médecin anesthésiste réanimateur, elle sert à quoi? Elle sert à déjà informer le patient sur
et discuter avec lui pour savoir quel type d'anesthésie il va avoir, comment ça va se réaliser, discuter précisément de l'opération, discuter de l'anesthésie, des complications qu'il pourrait y avoir durant l'anesthésie, des contre-indications relatives, discuter des possibles complications qui pourraient arriver. Donc, elle sera constituée, cette consultation d'anesthésie, d'un examen clinique complet, avec examen des antécédents, examen physique. On prescrira un bilan préopératoire si c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours le cas. Chez un homme jeune en bonne santé, pour une chirurgie simple, il n'y a pas lieu de prescrire d'examen complémentaire. Elle a pour rôle de prévoir également la prémédication et les traitements arrêtés, que ce soit les traitements anticoagulants ou certains traitements non compatibles avec la chirurgie. Évaluer le risque opératoire, comme je l'ai dit, et de résumer tout ça, le risque opératoire, par la classification ASA pour American Society of Anesthesiologists, qui va classer les patients d'ASA A à 5. En gros, 1, c'est aucun antécédent, tout va bien, et 5, c'est le patient qui est subclaquant. Les buts majeurs donc, sont d'anticiper les complications de l'anesthésie et d'informer le patient. Elle sera toujours suivie d'une visite pré-anesthésique, la veille au soir ou le matin de l'intervention, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'incident entre-temps. Et ces 48 heures, ça laisse au patient également un temps de réflexion pour une éventuelle rétractation pour une chirurgie programmée qui n'est pas obligatoire. Quelles sont les phases de l'anesthésie générale et les substances utilisées? Les phases de l'anesthésie générale, elles sont simples. L'induction, l'entretien, le réveil. La phase d'induction est la phase à risque, c'est celle où on va endormir le patient après avoir techniqué, lui avoir mis le scope, lui poser la voie veineuse périphérique. On va injecter les drogues anesthésiantes qui vont faire passer le patient de l'état conscient à l'état inconscient, qu'on va intuber, qu'on va mettre sous ventilation mécanique. Et c'est évidemment la phase où il y a le maximum de complications, que ce soit allergiques ou cardiovasculaires. Et également, une des complications majeures, c'est le non-contrôle de l'airway. La peur de l'intubation difficile, c'est le quotidien de l'anesthésiste. Pendant la phase d'entretien, les principales complications sont d'ordre chirurgical. Au niveau de l'anesthésie, il ne se passe pas grand-chose. On peut surveiller la profondeur de l'anesthésie avec des monitorages particuliers, comme le BIS par exemple, qui surveille l'électroencéphalogramme. Et la phase de réveil, qui est également la phase à risque, moins à risque que la phase d'induction, mais pendant laquelle on va arrêter les différentes drogues, on va antagoniser les curares et on va vérifier et on va faire se réveiller le patient, l'extuber, et c'est une phase aussi qui peut être compliquée, qui peut se compliquer de spasmes ou de réactions particulières au réveil. Les médicaments qui sont utilisés, 3 catégories, les hypnotiques, les morphiniques et les curares. Il y a un intérêt à utiliser et des hypnotiques et des morphiniques parce que ces substances agissent en synergie et avec de faibles quantités des deux, on obtient une excellente qualité d'anesthésie et les curares améliorent l'intubation, améliorent la chirurgie, diminuent les complications post-opératoires. Donc ce n'est pas un médicament dont il faut avoir peur, il faut savoir l'utiliser juste au moment adéquat. En cours d'intervention, Madame X devient tachycarde et sa pression artérielle chute de 15 points. On enregistre un ECG à interpréter et comment ceci peut-il expliquer la chute tensionnelle. Donc l'ECG, comme vous pouvez le voir, c'est un ECG 12 dérivations sur lequel le diagnostic n'est pas très compliqué, c'est celui d'une fibrillation auriculaire. Pour être un petit peu précis, il y a présence d'une trémulation de la zone isoélectrique, de la ligne isoélectrique sans visualisation possible, donc P, la fibrillation auriculaire, donc pas de rythme sinusal, présence d'un bloc de branche droit avec axe droit et présence d'une extrasystole ventriculaire. Pourquoi est-ce que une fibrillation auriculaire fait baisser le débit cardiaque, fait baisser la pression artérielle? C'est parce qu'il y a baisse du débit cardiaque. On se rappellera que la pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. Quand on a une fibrillation auriculaire, on perd environ 15% de son débit cardiaque par la perte de la systole atriale. Et donc, quand ça diminue, avec des résistances vasculaires déjà abaissées par la sympatholyse due à l'anesthésie et aucun moyen de compenser, on a par conséquent une baisse de la pression artérielle moyenne. Chez un individu sain, une baisse de débit cardiaque est aussitôt compensée par une élévation des résistances vasculaires systémiques et on a une pression artérielle moyenne qui reste à peu près stable. On peut exsanguiner de façon très importante un individu sain, pour peu que vous soyez un petit peu psychopathe,
et conserver une pression artérielle moyenne jusqu'à ce qu'on atteigne les limites d'adaptation de l'organisme, où à ce moment-là, la pression artérielle moyenne chutera de façon proportionnelle au débit cardiaque. Donc, effectivement, c'est une situation qui arrive, notamment chez les personnes âgées, la fibrillation atriale en cours d'intervention. Et son trouble du rythme s'est finalement réduit après expansion volumique et perfusion d'une dose unique de cordarone. Quel traitement prescrivez-vous en post-opératoire? Le cas de la fibrillation atriale qui survient en milieu d'urgence ou en milieu anesthésique est particulier. Les traitements sont différents de ceux de la fibrillation atriale de la personne saine, saine ou non réanimatoire, non urgente, non en situation critique, parce que déjà les causes sont un peu différentes. Donc les causes en anesthésie, l'hypovolémie, les troubles ioniques, essentiellement. Donc on peut commencer par faire une expansion volémique, on peut administrer des médicaments antiarythmiques entre guillemets simples, comme le sulfate de magnésium, et le seul antiarythmique qu'on peut injecter en situation d'anesthésie ou en réanimation en général, c'est la cordarone, à injecter à débit pas trop élevé parce qu'il peut y avoir un effet inotrope négatif. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Et ça a permis de régler cette fibrillation atriale. Quel traitement prescrivez-vous en post-opératoire? Donc ça, c'est les éléments qu'il ne faut pas oublier, puisque en fait, cette question elle est posée pour faire réfléchir un petit peu. Ne pas oublier de mentionner le traitement analgésique, parce qu'après la chirurgie, on va avoir mal. Le traitement anticoagulant, parce que les chirurgies orthopédiques sont extrêmement thrombogènes. Et il n'y a pas d'indication à donner un traitement antiarythmique particulier pour un épisode unique. Donc l'analgésie sera multimodale en associant du paracétamol en salle de soins post-interventionnelle, puis un relais Péros de morphine, une titration de morphine en SSPI, puis de la morphine sous-cutanée dans le service. On le reverra, mais la titration, c'est-à-dire la répétition d'une dose codifiée de morphine à intervalles réguliers jusqu'à obtenir une sédation de la douleur. Tout ceci se fait par une équipe entraînée sous surveillance scopique et oxygénothérapie. L'anticoagulation préventive par héparine non fractionnée sera débutée 6 heures après la fin de la chirurgie et associée à des bas antithrombose si possible. Et on reprendra le traitement antérieur à distance de la chirurgie le lendemain matin pour les bêta-bloquants qu'elle aura pris le matin de la chirurgie et plus à distance pour les IEC. Vous êtes appelé le surlendemain dans les étages car Madame X ne se sent pas bien, la patiente est en sueur, elle tremble des extrémités. On réalise un ECG qui retrouve un rythme sinusal à 150 par minute. Sa température est à 38,2, elle a de la fièvre, pas de point d'appel infectieux, nerveuse, transit accéléré. L'interne d'orthopédie a réagi exactement comme il fallait, c'est-à-dire il y a un souci, une tachycardie en post-op d'une chirurgie orthopédique, c'est sous-cortical, il pense à l'embolie pulmonaire. Évidemment, ça mériterait examen clinique, mais on ne peut pas dire que, en dehors des examens orthopédiques, nos amis orthopédistes soient très forts pour détecter des embolies pulmonaires. Et il a envoyé à l'angioscan, et à l'angioscan, on verra que dans le contexte, ce n'était pas forcément la meilleure idée du monde, pas d'embolie pulmonaire. Quel diagnostic vous vient à l'idée? Il faut évoquer une crise aiguë thyrotoxique, induite par la myodarone, devant un état d'agitation psychomotrice, les diarrhées, les sueurs avec tremblement des extrémités, la tachycardie sinusale quelques jours après l'administration de cordarone, chez une patiente âgée et en l'absence d'autres diagnostics plus probables. Est-ce que c'est rare d'avoir des troubles thyroïdiens après l'administration de cordarone? Pas du tout, y compris après une dose unique de cordarone, on peut avoir des crises aiguës thyrotoxiques. Les administrations continues de cordarone peuvent être à l'origine de plusieurs complications, notamment pulmonaires avec des fibroses pulmonaires ou hépatiques avec des hépatites toxiques. Donc ce dossier, c'est un dossier qui est vraiment centré sur l'anesthésie et les complications peranesthésiques. On m'a posé plusieurs questions sur notamment les bêta-bloquants en urgence chez les patients de réanimation en anesthésie. En pratique, les bêta-bloquants en situation d'urgence, jamais on les continue ou on les introduit. Un patient qui est en situation d'insuffisance cardiaque, on ne va pas à ce moment-là lui administrer des bêta-bloquants. Par contre, pour un patient qui est sous traitement bêta-bloquant ou qui aurait pu être mis dans les mois précédant la chirurgie sous traitement bêta-bloquant, il est hors de question d'arrêter le traitement bêta-bloquant au risque d'un rebond, sachant que également ce traitement bêta-bloquant diminue la morbidité péropératoire.
Par ailleurs, une autre question à laquelle j'ai déjà répondu, c'était celle de faire une crise aiguë de thyrotoxique. On peut la faire dans les jours, les semaines, voire le mois qui suit la prise unique d'amiodarone. Les autres effets secondaires, on les a abordés. Et la conduite à tenir devant une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie sous cordarone, c'est assez compliqué. Ça nécessite un avis spécialisé, souvent l'arrêt du traitement si c'est possible, parfois les corticothérapies.